la gestion du court terme. On entend au niveau de l'exécutif que maintenant la saison est finie, qu'on va bientôt rouvrir les terrasses, etc. C'est très bien, mais nous, on a encore des trous dans la raquette et on n'a pas du tout encore l'assurance aujourd'hui que notre situation sera prise en compte, comme on le demande depuis le début, typiquement à l'automne 2022. Bon, je laisserai Didier Bic revenir plus précisément sur ce que nous avons, entre guillemets, acquis, gagné dans nos discussions depuis le mois de décembre, où nous en sommes et ce qui reste à faire, en tout cas les assurances qui nous restent à obtenir. Donc le travail de cette commission mixte n'est pas fini. Ces ateliers continuent et ont du sens parce que vous êtes vous aussi directement impactés. Il semblerait qu'au niveau des dossiers, du traitement des dossiers, ça se passe plutôt pas mal. Cela dit, il semblerait aussi qu'on aille de plus en plus vers du traitement au cas par cas, ce qui n'est pas facile quand nous, on demande une réponse collective pour la filière. Bon, on va voir comment ça se passe. On en sait, en fait, on ne sait pas encore aujourd'hui. Il y a encore du flou. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Je remercie également Guillaume Cohen pour sa présence, ses éclairages. C'est important. On a besoin de s'appuyer sur nos partenaires fidèles. On a besoin des conseils de professionnels. Vous en avez besoin, vous, chef d'entreprise. Et on est content de pouvoir vous partager ces éclairages et ces compétences. Et puis surtout, n'hésitez pas toujours à revenir vers nous, à nous faire part des situations, d'éventuels points de blocage, mais aussi des réussites que vous avez obtenues et de la manière dont vos dossiers ont été traités. C'est très important qu'on ait ce feedback, puisque nous sommes toujours très régulièrement au contact de l'exécutif et c'est important qu'on puisse aussi leur dire ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la place à Didier Bic pour un petit mot, un petit point, et ensuite à Guillaume Cohen. Je vous souhaite une très bonne séance. À bientôt. Bonjour à tous. Merci Patrick pour ce petit mot d'introduction. Alors moi, je vais vous donner quelques nouvelles sur les dispositifs en cours et sur les avancées qu'on a pu obtenir. Donc, je ne reviens pas sur le décret du 11 avril qui a permis de rajouter, alors d'abord le décret du mois de mars qui, lui, a permis de rajouter les catégories concernées chez les fournisseurs. Encore une fois, les catégories, on a eu la confirmation quand même, et dans les faits et par le cabinet du ministre, que c'est effectivement dans les appellations, ce sont les termes et les mots qui sont à prendre en compte et non pas le code NAF qui se cache derrière. C'est-à-dire que même si votre code NAF ne correspond pas à l'appellation qui est marquée alors dans le décret S1, S1 bis, c'est les postes 121 à 128 qui concernent la montagne et qui nous concernent, nous, fournisseurs, que nous avons fait rajouter. Même si votre activité n'est pas exactement celle qui est décrite, vous utilisez celle qui se rapproche le plus de ce que vous faites. Normalement, ça passe assez bien, c'est-à-dire que le ministère a donné des instructions aux directeurs départementaux d'être souples et d'interpréter effectivement ces appellations en fonction de l'activité réelle de la société. Et l'expérience a montré que pour le moment, ça marche plutôt pas mal. On a eu un cas d'un dossier refusé dans le Rhône parce que l'appellation ne correspondait pas, mais on a eu un autre cas où l'appellation ne correspondait pas du tout au code NAF non plus, aussi dans le Rhône, où ça a été accepté. Donc, j'imagine qu'il faudra revenir certainement vers votre DG FIP et réinsister un petit peu au besoin, nous appeler pour qu'on puisse aussi intervenir si besoin. Mais normalement, cette notion-là est bien acquise, en tout cas en Isère, en Savoie. Dans le Rhône, peut-être que ça dépend de la personne qui contrôle, mais en tout cas, en intervenant et en insistant auprès de la DGFIP, normalement, ça passe. Donc ça, c'est pour l'interprétation de la catégorie et du code NAF. Sur le décret du 11 avril, on a pu faire rajouter effectivement que les fournisseurs concernés n'étaient pas seulement ceux qui travaillaient pour une personne morale exploitant des remontées mécaniques au sens de l'article du Code du tourisme, dont je n'ai plus le numéro, mais peu importe. On a pu faire rajouter que c'était aussi les entreprises qui travaillaient pour ou les fournisseurs qui travaillaient pour les entreprises des domaines skiables. Alors, c'est une appellation assez large aussi, sachant qu'une entreprise, ça peut être un CIVOM, un CIVU, une collectivité. Donc, en gros, tout ce qui a trait au domaine skiable, à partir du moment où vous êtes fournisseur et dans les catégories 121 à 128, normalement, est éligible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les dossiers ont pas mal de retard. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait des demandes en janvier et février qui ne sont pas traitées aujourd'hui. Il ne faut pas vous en alarmer plus que ça.
parce que les DGFiP ont beaucoup de retard. Sachant qu'il y a des dossiers qui sont rejetés. Alors, effectivement, il y a un traitement automatique obligatoire. Donc, dans un premier temps, effectivement, si votre code NAF ne correspond pas exactement, il y a un pré-tri qui est fait là-dessus. Donc, il se peut que votre dossier soit dans un premier temps rejeté, au même titre que votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous pouvez déclarer un chiffre d'affaires et votre dossier sera rejeté parce que la DGFiP enregistre sur un certain nombre de structures la moyenne des chiffres d'affaires ou le chiffre d'affaires moyen de l'année. Et si vous êtes très saisonnier et que vous facturez beaucoup en quelques mois, vous pouvez avoir un gros écart entre votre moyenne et on a des dossiers qui sont automatiquement rejetés alors que tout correspond parce qu'en fait, le chiffre d'affaires que vous donnez est beaucoup plus élevé que la moyenne de votre chiffre d'affaires annuel, ce qui est normal, évidemment, s'il faut diviser votre chiffre d'affaires par 4 parce que vous faites votre activité en 3 mois, c'est vrai que vous allez être bien au-dessus de la moyenne. Et donc ça, il y a un filtre au niveau de la DGFiP à ce niveau-là. Donc, vous allez être obligé de refournir des éléments supplémentaires, mais il ne faut pas s'alarmer là-dessus. Voilà, donc cela pour vous dire que les dossiers, j'ai discuté avec le DGFiP, alors de la Savoie, hein, j'ai pas eu ceux de partout, mais la Savoie est le secteur sur lequel on a le plus d'adhérents et le plus de fournisseurs. Donc, ils sont effectivement très en retard et parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont traitées manuellement. Un petit mot sur les charges fixes dont on va parler, Guillaume, tout à l'heure, et vous verrez qu'il y a effectivement des délais ou des choses comme ça. Donc, même au sein des DGFiP, il y a des interprétations, puisque notamment sur les délais, on s'était posé la question, je ne sais pas si Guillaume, tu as prévu d'en parler tout à l'heure, mais je dis le petit mot tout de suite là-dessus, parce que la DGFiP, vous savez qu'il y avait dans les textes, il est prévu que vous fassiez votre déclaration seulement d'abord si vous avez été éligible au Fonds de solidarité. Alors, si vous avez reçu votre somme pour le mois de février, normalement, vous avez 15 jours pour déclarer. Par contre, si vous avez reçu votre somme pour le mois de janvier, éligible au titre du mois de janvier, normalement, vous avez une déclaration à faire avant le 25 janvier. Sachant que certains n'ont pas reçu de réponse pour le mois de janvier encore. Donc, le DGFiP m'a fait part un petit peu de cette, entre guillemets, anomalie, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne vont pas avoir la réponse, peut-être qu'ils ne sont pas éligibles au mois de février, ils sont éligibles au mois de janvier, mais ils n'ont pas reçu leur réponse et ils doivent faire leur déclaration avant le 25 avril. Je ne sais pas si j'ai bien dit la bonne date tout à l'heure. Oui, tout à fait, c'est bien le 25 avril pour janvier. Effectivement, voilà. pour faire les demandes, il faut les numéros d'accusés de sommes perçues. Donc, si on n'a pas reçu janvier, c'est dur de respecter l'échéance du 25 avril. Voilà. Et Donc, après, le délai de 30 jours, par contre, maintenant, après le versement de février. Ils ont prolongé de 15 jours à 30 jours pour les demandes reçues au titre de février. Voilà, donc donc Guillaume vous expliquera la procédure, mais par rapport à celle-là, il y aura certainement un peu de souplesse parce que les DGFiP se sont rendus compte que ça se télescopait et évidemment, comme et les pour dossiers… nous aussi, merci. Voilà, et comme les dossiers n'ont pas été traités dans les temps par les DGFiP, ils ont fait remonter, donc j'espère avoir la redescente, mais dans la semaine, il devait essayer de m'envoyer une réponse avant cette petite session d'aujourd'hui, mais il n'a pas pu. J'espère que j'aurai, et à ce moment-là, on le fera par mail ou par une news, vous informer des dispositifs que prend le ministère des Finances pour combler ce trou et puis ce problème de délai et de rallonge qui vient dans toutes les DGFiP. Voilà ce que je voulais vous dire sur les dossiers. Donc, normalement, pour nous, en tout cas, dans les textes et dans la façon dont c'est traité pour les fournisseurs de la montagne, on devrait à peu près être tous pris en compte là-dessus. Sur le fonds de solidarité et puis les charges fixes. Alors, sur les charges fixes, deuxième sujet, on avait alerté un certain nombre de parlementaires sur le fait que c'était seulement un certain nombre d'entreprises, alors soit des entreprises sur des secteurs protégés listés, je crois qu'il y a 7 catégories, et des entreprises qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, soit 12 millions par an. Marie-Noëlle Battistel, qui est une députée élue de l'Isère, a interpellé le gouvernement et a fait une demande écrite à l'Assemblée nationale pour demander à ce que cette barrière de 1 million d'euros soit abaissée ou supprimée, en disant pourquoi est-ce qu'il n'y a que ceux qui font plus d'1 million d'euros qui sont éligibles à ce dispositif. Donc, elle a posé une question, je regarde la date, une question écrite et je crois que c'est tout récent. Donc, on attend la réponse parce qu'effectivement, l'objectif, c'est de dire on pourrait avoir effectivement toutes les entreprises et pourquoi que les plus grosses. Donc, je ne sais pas de quand date sa question écrite exactement. Le courrier dont elle nous en fait part date du 15 avril, donc il est assez récent. Peut-être que la question écrite est plus ancienne. Et donc, elle nous tiendra au courant des réponses qu'il pourrait y avoir sur ce sujet.
Et puis le dernier, donc ça c'est pour pouvoir englober à cette partie-là plus de fournisseurs, et y compris, on est beaucoup dans les fournisseurs à être entre 5 et 12 millions d'euros, on va dire, et donc susceptibles d'être intéressés par ce dispositif des charges fixes. Et puis le dernier sujet auquel on s'est attaqué, c'est de prolonger ce dispositif dans le temps, puisque vous savez qu'il va avoir une durée assez courte et j'imagine jusqu'à fin juin, et qu'ensuite on n'est plus censé avoir d'aide, ni de dispositif de solidarité, ni sur l'activité partielle. Enfin, on verra ce que ça donne. Il y aura peut-être une petite prolongation, mais pas forcément dans les mêmes conditions. Bref, notre boulot aujourd'hui, c'est d'expliquer que les domaines skiables ont été arrêtés pendant 4 mois, mais c'est 4 mois qui nous donnent 1 an de travail, et donc pas juste 6 mois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à fin juin, et que nous, on a besoin d'être aidés sur une année complète au minimum. Donc, on est en train d'agir avec les parlementaires pour être reçus au niveau ministériel et pour plaider cette cause-là que nos amis parisiens ont un petit peu de mal à comprendre parfois, surtout quand ils parlent de rouvrir des restaurants. Même les hébergeurs vont pouvoir rouvrir un peu cet été pour peu que la montagne connaisse un peu de succès, et eux repartiront. Et nous, les fournisseurs, on est vraiment quasiment la seule catégorie, puisque les restaurateurs, les autres activités vont repartir, on est quasiment la seule catégorie à ne pas avoir plus de boulot. Ce n'est pas parce que ça ouvre au mois de juin, juillet, août, etc. que, évidemment, les domaines skiables vont plus commander. Donc, on est sur ce travail-là et on vous tiendra au courant des avancées. Pour le moment, on est dans les interpellations parlementaires et ministérielles avec un courrier qu'on est en train de leur faire pour essayer d'être reçus, parce qu'il nous semble que c'est important de leur expliquer directement plus que par courrier. Voilà, assez rapidement, la situation et les actions qu'on est en train de mener en ce moment. Je me permets une précision, Didier, puisque vous n'êtes pas les seuls sur ces sujets de prolongation des aides après juin, puisque même le Génie avec qui je travaille, le syndicat pour les hôtels-restaurants, a une problématique où il y a une identification à faire des restaurants qui vont rouvrir là en mai-juin et des restaurants de montagne et d'altitude qui ne rouvriront pas avant décembre, et qu'on voit que les dispositifs ne vont peut-être pas permettre d'absorber toutes les charges fixes jusqu'à la réouverture. Donc, il y a un débat en disant effectivement, il y a des restaurateurs qui vont peut-être bien bénéficier de la période avec des aides jusqu'à juin et une réouverture tout de suite, et d'autres restaurateurs spécifiques qui n'auront pas assez d'aides pour tenir jusqu'en décembre. Donc, il y a aussi ces syndicats qui se battent encore pour une indemnisation d'autres secteurs. Donc, vous n'êtes pas les seuls encore à taquiner Bercy. Tant mieux. Tant mieux. Voilà. Merci Didier. Effectivement, c'est bien le rôle de cette commission mixte de travailler sur ces mesures d'urgence et non pas de relance. C'est une petite coquille dans la présentation. On vous a remis pour la suite les points sur les dispositifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On en a déjà parlé, on les a déjà présentés, mais vous avez tous les liens pour pouvoir éventuellement vous renseigner plus avant sur les différents dispositifs, notamment le prêt montagne qui a été validé la semaine dernière. On en avait parlé avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à ce moment-là. Donc, on vous a mis les liens. Et puis, toujours ce fonds d'aide à l'investissement qui est ouvert, vous le savez, et qui concerne spécifiquement les entreprises de la filière montagne et outdoor, donc avec des dossiers, des projets à présenter, financer mon innovation jusqu'à la fin de l'année. Donc, pareil, là, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires, l'équipe du cluster est à votre disposition. Le sujet a été déjà introduit. Je vais passer la parole donc à nouveau à Guillaume Cohen et on va rentrer dans les mises à jour des dispositifs, fonds de solidarité et puis surtout effectivement charges fixes et calcul de ce fameux EBE qui peut peut-être poser question aux entreprises actuellement éligibles. Guillaume ? Tout à fait. Bonjour à tous. Merci de l'accueil. Effectivement, 2 grands axes aujourd'hui sur les aides fiscales. Une précision sur les fonds de solidarité avec notamment les nouveautés changements encore pour février, puisque celui-ci est possible jusqu'au 30 avril et puis pour le mois de mars. Et après, effectivement, le sujet des charges fixes d'indemnisation de l'EBE pour les entreprises et puis pour les spécificités des remontées mécaniques. Et après, un dernier point divers sur toutes les autres aides qu'on peut bénéficier aujourd'hui, comme vous venez d'évoquer les prêts montagne ou auprès de la région. Voilà. Donc, on va commencer par le fonds de solidarité. Toujours le suivi des décrets, donc le décret initial du 30 mars 2020, les décrets pour le mois de janvier 2021
le décret pour le mois de février 2021 dont le fonds de solidarité est encore possible, et puis le nouveau décret du 10 avril relatif au mois de mars 2021 avec toutes ces nouveautés. Pour le mois de février, les changements qu'on peut encore dire pour faire la demande jusqu'au 30 avril, c'est un changement sur les entreprises qui étaient interdites au public, où on doit maintenant justifier d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20% sur la période, afin de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes à distance et ventes à emporter, tout simplement parce que Bercy s'est aperçu que sinon les restaurateurs qui faisaient initialement que de la vente à emporter ou à distance bénéficiaient des aides du Fonds de solidarité un petit peu à tort. Donc il y a cette condition de baisse de chiffre d'affaires qui est venue se rajouter pour tenir compte de ce chiffre d'affaires vente à emporter, vente à distance. Bien entendu, après, ce chiffre-là n'est pas tenu compte dans le montant du calcul de l'aide dans la limite des 20% du chiffre d'affaires ou 10 000 euros. Un deuxième changement pour les entreprises relevant de l'annexe 2, toujours par rapport au confinement sur les premières et deuxièmes périodes, avec un changement de date de création pour tenir compte de la baisse de chiffre d'affaires. Donc, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une baisse d'environ supérieure à 10% sur la période, et pour les autres, quelle que soit la date de création, d'au moins 80% durant le deuxième confinement, ce qui était donc le deuxième confinement du 1er au 30 novembre 2020. Et puis pour les entreprises qui ont été créées après le 1er mars 2020, c'est-à-dire au moment de la première période, d'une baisse de 80% durant le premier confinement. Voilà, donc ça, c'est les changements qu'on a encore sur le Fonds de solidarité pour le mois de février, avec une nouveauté également qui était prise en compte sur les magasins des centres commerciaux qui s'étaient vus également interdits au public, où on a des précisions sur le slide suivant. Nathalie, s'il vous plaît. Voilà, sur la surface commerciale utile qui était supérieure ou égale à 20 000 m², avec l'interdiction d'accueil au public. Et donc, les deux critères qu'on retrouve sur la perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% et inférieure à 70%, une aide de 80% de la perte de chiffre d'affaires. Et puis, si la perte est supérieure à 70%, une des deux méthodes toujours la plus favorable, à 20% du chiffre d'affaires de référence ou à 80% de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros. Donc ça, c'est les nouveautés pour le mois de février, les changements qu'on avait pu avoir avec notamment les centres commerciaux interdits au public. En slide suivant, on a toujours ce que vous connaissez pour les mois de décembre ou janvier, les chiffres d'affaires de référence à tenir compte en fonction de la date de création de l'entreprise, donc avec toujours les périodicités de juin 2019 à janvier 2020, de février 2020, de post-mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, et le mois d'octobre et le mois de novembre pour la suite. Voilà. Le grand changement, pour ceux qui n'ont pas encore fait les demandes d'aide au titre de février, c'est qu'à partir du mois de février, avant, on avait deux méthodes pour le chiffre d'affaires de référence, soit le chiffre d'affaires du mois de référence, soit le chiffre d'affaires moyen de l'année. Et à partir de février, la méthode que l'on va choisir pour le chiffre d'affaires de référence sera figée et sera la même pour les mois suivants, et donc à partir de mars notamment. Donc attention dans votre approche de calcul, parce que peut-être pour février, le chiffre d'affaires moyen est encore intéressant, mais il ne le sera plus pour mars, avril et ainsi de suite. Donc il peut y avoir une approche différente à prendre sur le CA de référence, puisque ce point-là sera figé pour les mois suivants, alors qu'avant, on avait la possibilité d'un mois sur l'autre de choisir l'une ou l'autre option. Voilà, donc ça, c'est vraiment le point d'attention pour les demandes d'aide futures. Vous avez par la suite toujours nos tableaux synthétiques récapitulatifs de vos conditions en fonction des secteurs de votre entreprise, des conditions de perte de chiffre d'affaires et donc les montants perçus. Donc, vous retrouvez toujours cela en tableau de synthèse avec le littéraire avant. Également, vous annexez en page suivante le Fonds de solidarité, le tableau récapitulatif de l'ordre des experts comptables qui nous est fourni. Et donc, on retrouve toujours les mêmes incidents. Celui-là, on vous l'avait présenté déjà la dernière fois et on le retrouve également pour le mois de janvier. C'était le même schéma. Et puis, on va donc pouvoir passer au Fonds de solidarité pour le mois de mars avec les changements importants liés au décret du 10 avril 2021, avec les conditions, donc toujours d'interdiction d'accueil au public au mois de mars avec interruption, et donc les conditions de chiffre d'affaires avec les pertes entre 20 et 50% de chiffre d'affaires pour la limite de 1 500 euros d'aide et la perte supérieure à 50% dans la limite de 10 000 euros ou 20% du chiffre d'affaires de référence, toujours selon le calcul le plus favorable, où là, le chiffre d'affaires de référence devra être la même méthode de calcul que pour le titre du Fonds de solidarité du mois de février 2021.
Les changements pour tous les secteurs, ici, là, on ne fait pas de différenciation avec les secteurs fermés de la restauration ou des magasins de centres commerciaux. C'est pour tous les secteurs. Le chiffre d'affaires de référence est redéfini ainsi pour le mois de mars 2021 dans le calcul de l'aide. Les entreprises, pareil, créées donc entre juin 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020 à septembre 2020, le mois d'octobre 2020, avec une dérogation donc pour les entreprises ayant fait l'interdiction d'accueil au public en décembre 2020, et puis les périodes pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020. Et comme l'avait précisé Didier en introduction, on retrouve aujourd'hui dans l'annexe 2 les lignes 121 et 128 qui ont été modifiées avec les mots suivants pour les entreprises du secteur des domaines skiables, ce qui vous permet effectivement, selon votre activité ou votre CONAF, de pouvoir bénéficier du meilleur fonds de solidarité. Donc ça a bien été rajouté dans cette annexe 2 des entreprises concernées. Autre changement important, mais qui fait encore l'objet de discussion, au titre du Fonds de solidarité du mois de mars, on devrait venir compléter une information sur les aides qu'ont pu percevoir les entreprises jusqu'à aujourd'hui, au titre des fonds de solidarité, mais également des exonérations de charges perçues, notamment chômage partiel et autres, au titre de l'année 2020 et au titre de 2021, en précisant, pour l'instant dans le tableau que vous avez à l'écran, le montant des aides que l'on a pu percevoir au titre de la période 2020 et au titre de la période 2021. Tout ça afin de vérifier si l'entreprise respecte le plafond d'aide maximum autorisé à percevoir, défini par la Commission européenne, qui est d'1,8 million d'euros par entreprise et qui s'apprécie également au niveau du groupe. Notre ordre des experts comptables travaille actuellement avec la DGFiP afin qu'il y ait juste une attestation de l'entreprise comme quoi elle n'a pas dépassé ce plafond d'aide, mais qu'on n'ait pas à faire le calcul du montant des aides perçues par période. Voilà, parce que ça fait un peu un travail lourd, avec surtout le décalage des encaissements, notamment pour savoir s'il faut tenir compte du chômage partiel déjà pour le titre du mois de mars 2021 dans le montant des aides perçues, ou si on s'arrête à février. Donc aujourd'hui, si vous faites votre demande d'aide au titre du Fonds de solidarité pour mars qui a été ouvert avant-hier, il faut compléter ces montants d'aide par période 2020-2021. Si vous attendez, on a l'espoir qu'on ait juste à attester comme quoi nos montants d'aide perçus n'ont pas dépassé ce plafond. Voilà. Dans le montant des aides qui sont à tenir compte, on a bien à tenir compte donc, de toutes les aides reçues du Fonds de solidarité et de toutes les exonérations de charges sociales liées, c'est-à-dire les exonérations d'aide au paiement URSSAF et de chômage partiel. Bien entendu, le Fonds de solidarité de mars n'est pas intégré puisqu'on vient le calculer et non plus on ne vient pas prendre le PGE qui est une dette, les subventions des régions, les aides à la numérisation qu'on a pu voir, voire éventuellement les prises en charge de loyers qui avaient pu être accordées par la région. Voilà. Et également le report des charges sociales qui est juste un report d'échéancier avec l'URSSAF mais qui ne fait pas partie des aides et exonérations qu'on a pu percevoir. Voilà. Donc, bon, ceux qui veulent percevoir rapidement les aides, c'est sûr qu'on va faire une demande. Il faut faire le calcul de ce que l'on a reçu. Si on attend un peu, il y a de grandes chances qu'on ait plus cette mention de chiffres à préciser, mais simplement attester que nos aides sont bien dans le plafond des 1,8 million d'euros. Vous avez en slide suivant le tableau de l'ordre avec toujours le même principe pour la détermination de l'aide du Fonds de solidarité. Et sur la slide suivante, notre propre tableau préparé avec votre catégorie et les conditions de chiffre d'affaires pour faire le calcul du montant de l'aide du Fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021. Voilà, donc les points importants, c'était le chiffre d'affaires de référence à prendre entre février et qui fige les aides pour mars et avril, et la nouveauté de cette information du plafond d'aide au titre du mois de mars. On va attaquer la deuxième grande partie, qui est donc la nouveauté des aides que l'on peut espérer percevoir, ce qui est la prise en charge des coûts fixes et cette indemnité de l'EBE, puisqu'ici, on vient parler d'un calcul de l'EBE négatif sur des périodes éligibles. Donc, l'aide, elle est valable pour le premier semestre 2021, donc ce qui concerne les mois de janvier à juin, avec 3 périodes bimestrielles. Donc, on a un calcul à faire ici pour janvier-février, on aura un calcul à faire pour mars-avril et un calcul pour mai-juin. Et donc, le calcul de l'EBE est bien à faire pour chaque période du 1er janvier au 28 février et ainsi de suite. Les conditions pour bénéficier vont être créées avant le 1er janvier 2019 pour les aides de janvier-février 2021, avant le 28 février 2019 pour les aides de mars-avril 2021 et après le 1er avril
pour les aides de mai-juin 2021. Avoir bénéficié du fonds de solidarité pour un des 2 mois de la période éligible, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à la date limite pour faire déclaration, avoir bénéficié de janvier et le faire là au 25 avril, ou avoir perçu février et avoir 30 jours après le versement de février pour faire la demande, et avoir donc une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% sur la période. Les conditions à remplir, ce qu'évoquait également Didier, les conditions de chiffre d'affaires qui posent aujourd'hui souci, qui se retrouvent à 1 million d'euros mensuels ou 12 millions d'euros à l'année, et qu'on interprète au niveau de l'entreprise, mais également au niveau du groupe. Avoir fait une interdiction d'accueil au public sur au moins 30 jours calendaires ou avoir exercé son activité principale dans le commerce de détail et dans l'un des magasins de vente situés en centre commercial ayant fait l'objet de l'interdiction d'accueil au public, ou dans un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2, ou être dans le commerce de détail ou la location de biens immobiliers résidentiels pour les communes mentionnées à l'annexe 3. Ou on a effectivement 100 critères de chiffre d'affaires si on fait partie des secteurs les plus exposés, qui sont donc au nombre de 8, la restauration traditionnelle dans les annexes 3, les hôtels et hébergements également situés dans les communes de l'annexe 3, les hébergements touristiques et autres de courte durée dans les communes de l'annexe 3, les gestions d'installations sportives et couvertes et activités des centres de culture physique. C'est le slide suivant, s'il vous plaît, Nathalie, sur les 8, sur les 8 catégories qui, elles, n'ont pas de conditions de chiffre d'affaires pour pouvoir demander l'aide au coût fixe. Donc, sur le point 5, c'était les activités récréatives et de loisirs en salle couverte, les jardins botaniques et zoologiques, les établissements thermalisme et les activités de parcs d'attractions et à thème. Donc, eux n'ont pas cette condition de chiffre d'affaires. Les autres doivent avoir cette condition d'au moins d'1 million d'euros par mois ou 12 millions d'euros à l'année. Ces 8 points-là, avec les communes notamment de l'annexe 3, n'ont pas de condition de chiffre d'affaires, ce qui permet après d'aller vérifier si on a bien un EBE négatif pour demander un complément d'aide. Ce complément d'aide, il est égal à 70% de la perte de votre EBE si on a un effectif supérieur à 50 salariés et à 90% de la perte de l'EBE négatif si on a un effectif inférieur à 50 salariés, en sachant que l'aide est limitée à 10 millions d'euros par entreprise ou pour le groupe sur ce premier semestre 2021. Donc, on a quand même plus d'entreprises qui vont être dans le cadre des 90% à moins de 50 salariés. Le calcul de l'EBE a été précisé techniquement sur la slide suivante. C'est donc nos recettes plus une subvention d'exploitation perçue, c'est-à-dire y compris les fonds de solidarité, moins nos achats consommés, moins les consommations en provenance des tiers, on va dire principalement vos frais fixes administratifs, les charges de personnel nettes du chômage partiel que l'on a pu être indemnisé, et de vos impôts et taxes. Donc, sur les plans comptables, on retrouve bien nos comptes de la classe 70 et 74, donc 70 les recettes, 74 vos subventions, ce qui exclut d'office, et on avait échangé avec Nathalie, les comptes de la classe 71 et 72, qui finalement, ces comptes comptables ne sont pas générateurs de chiffre d'affaires, et donc on parle bien des recettes chiffre d'affaires, c'est pour ça qu'il n'y a que les comptes de la classe 70. Et au niveau des comptes de charge, on retrouve bien la classification des comptes 60, 61, 62, 63, 64, ce qui vient exclure malheureusement les comptes de la classe 65, où pour certains, on avait des comptes de charge importants de redevances ou de cotisations, et puis également les comptes 68 qui sont nos fameuses dotations aux amortissements. Pour le calcul de l'EBE, il faut tenir compte de la variation de stock, puisqu'on est bien sur des périodes bimestrielles, donc comme sur des établissements de situation. Donc, on peut tenir compte de la variation de stock qu'on peut avoir entre le 1er janvier et le 28 février. On vient prendre en compte toutes les aides publiques que l'on a eues, c'est-à-dire sous forme de produits comme le fonds de solidarité ou de réduction de charges pour le chômage partiel. Et puis, la proratisation des charges, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une charge qui est d'habitude annuelle ou semestrielle sur tout janvier. Il faut bien qu'on ait la proratisation sur la période concernée, puisque là, on vient demander une indemnisation par période bimestrielle. Les demandes d'aide sont effectuées dans les 30 jours après le versement du dernier fonds de solidarité. Donc, c'est ce qu'on évoquait. Si on n'est pas éligible actuellement sur le fonds de solidarité de février, on se base sur janvier et donc on aurait une date limite au 25 avril. Donc, on y est très prochainement, alors que certains n'ont pas encore reçu l'aide au titre de janvier. Si on a fait la demande d'aide au titre février,
on aura 30 jours dans le délai de la perception de la somme, et également ainsi de suite pour les mois de mars et avril, on aura 30 jours après le versement d'avril, et pour mai et juin, 30 jours après le versement de juin. Donc c'est bien la date de versement, puisque dans le dossier, on va venir de mettre les numéros fiscaux reçus sur la demande d'aide. Plusieurs justificatifs sont à joindre pour faire cette déclaration de demande d'aide sur le BE. Une attestation de l'entreprise sur l'honneur qui confirme remplir les conditions. Une attestation de notre part sur les éléments financiers, c'est-à-dire le calcul de l'EBE sur la période demandée, le calcul du chiffre d'affaires sur la période demandée, le chiffre d'affaires de référence sur les 2 mois de 2019 qui sont concernés, le numéro du formulaire de l'aide au Fonds de solidarité reçu pour chacun des mois, et puis notre numéro professionnel d'expert comptable. Et puis, si on appartient à un groupe, on vient renseigner la société de tête, également au titre de la demande. Le calcul de l'EBE, vous verrez dans les slides suivants, je vous ai mis le modèle de fichier Excel que vous avez, et puis la balance générale comptable pour vérifier les éléments à partir des documents financiers. Le contrôle des aides sera fait a posteriori avec la clôture des comptes, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une forme d'acompte. On raisonne par bimestre, mais il y aura un calcul définitif à faire avec la clôture des comptes sur 2021, que vos comptes soient clôturés au 30 juin, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre. Il y aura un recalcul à faire avec la réalité de l'EBE définitif 2021 versus aux demandes d'aide faites par cette période bimestrielle. Donc, il faudra vérifier sur l'ensemble de périodes si le résultat net est supérieur à la somme des EBE, c'est-à-dire le montant renseigné sur les attestations. Il faudra qu'on donne l'information à DGFiP et on effectuera effectivement un calcul si un indu est égal à 70% de la différence entre votre résultat net sur l'ensemble des périodes, au titre desquelles on a fait les demandes, et la somme des EBE sur cette même période. Voilà. Et si on a un commissaire aux comptes dans les structures de taille plus importante, celui-ci devra également faire une attestation, donc une diligence particulière, pour donner l'attestation de résultat à la DGFiP. Donc derrière, comme pour le fonds de solidarité, on vous a mis le tableau de l'ordre des experts comptables sur les conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide, avec les activités spécifiques en dernier qui sont précisés. Et comme pour le fonds de solidarité, on a fait également notre propre tableau MG récapitulatif des conditions pour pouvoir aller faire le calcul des 70%, des 90% de charges fixes de BA. Sur la slide suivante, vous avez le document qui conviendra de compléter si vous pensez bénéficier, puisqu'il faut faire le calcul par bimestre et déterminer si votre EBE est négatif. Et on se rend compte malheureusement que dans beaucoup de dossiers, avec l'effort que vous avez pu faire sur la gestion de vos charges de fonctionnement, le chômage partiel appliqué aux employés, finalement, on n'a pas d'EBE si négatif que ça. Donc, beaucoup d'entreprises sont surprises et ne vont pas pouvoir bénéficier de cette aide supplémentaire malgré ce calcul par période bimestrielle. Donc là, on viendra compléter ces documents si on a fait le calcul au préalable et qu'on a déterminé un EBE négatif par période. Voilà pour cette partie charge fixe qui a été nouvelle et appliquée. Le point suivant, c'est effectivement l'aide en faveur des exploitants des remontées mécaniques. Alors, on pourrait faire le parallèle, mais ce n'est pas du tout le même calcul puisqu'on a enfin eu le décret donc, du 24 mars 2021 qui a été publié. Et donc, on vient bien déterminer une aide calculée représentant 70% des charges fixes, représentant elle-même 70% du chiffre d'affaires. Donc, on revient à ce fameux pourcentage de 49% du chiffre d'affaires de référence qui va être indemnisé. Là, il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire que l'aide financière est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires et est versée sur sa totalité. Donc, le dispositif s'adresse à tous les exploitants de remontées mécaniques, privés et publics, dont l'activité a été interrompue par les mesures d'interdiction, et quel que soit le statut. Donc, on voit bien entreprises, associations, collectivités territoriales et leurs groupements. Par contre, cela exclut les syndicats professionnels et notamment les écoles de ski. Vous avez un site dédié pour faire la demande d'aide. Celle-ci doit être formulée au plus tard au 30 juin 2021 et elle sera instruite et contrôlée selon l'organisme compétent. Donc, pour tout ce qui est la partie des Alpes, le commissariat du massif concerné, et puis il y a une spécificité pour la partie Corse, comme ils sont toujours un petit peu à part. On va rentrer dans le détail, mais voilà. Là, le calcul, vous voyez qu'il est beaucoup plus simple par rapport au dossier d'avant. C'est qu'on a juste à venir prendre les chiffres d'affaires de référence. On va faire une moyenne des années 2017, 2018, 2019, et l'aide est de 49% de ce chiffre d'affaires. Vous n'avez pas finalement, dans l'immédiat, un vrai calcul de BE
à réaliser, contrairement au précédent point où là, on a un calcul précis à faire de situation périodique. Donc, le dispositif, pour être éligible pour les remontées mécaniques, avoir débuté son activité avant le 1er novembre 2020, ne pas être en liquidation judiciaire, respecter les obligations du Code du tourisme, ne pas être en syndicat professionnel, ça on l'a vu, et puis bien avoir eu l'interdiction d'accueil au public. La demande doit être faite au plus tard, donc le 30 juin 2021. Son calcul est simple, par contre les justificatifs sont plus nombreux. Vous le voyez, 2 catégories, les exploitants privés et les exploitants publics. Pour les privés, des attestations de chiffre d'affaires de l'exploitant et de notre part, la copie des liasses fiscales, un état justificatif par produit pour bien déterminer l'indemnisation des produits de remontée mécanique, les coordonnées bancaires et un extrait CABIS. Et puis pour la partie des exploitants publics, là c'est le comptable public qui vient faire les attestations et qui vient fournir les comptes de gestion de l'exploitant. Et pareil, un état justificatif annexe des produits des remontées mécaniques perçues. La modalité de calcul donc, se fait en 2 temps. Si vous voulez faire rapidement une demande d'aide, on peut faire aujourd'hui les demandes pour décembre à février, donc sur 3 mois. L'aide est égale à 36,75% du chiffre d'affaires, puisque l'aide est au maximum de 49% si on considère qu'il y a une fermeture des remontées jusqu'à fin avril. Bon, aujourd'hui, on peut dire que ça va être le cas. Dans leur texte, ils mettaient si. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y aura pas de réouverture avant fin avril. Donc, on aura bien une indemnisation globale de 49%, mais qui se fait en 2 périodes. Si on fait une demande aujourd'hui, vous avez une indemnisation de 36,75% du chiffre d'affaires de décembre à février. Et le delta se fera pour les mois de mars-avril dans un second temps. En sachant que voilà, la totalité des demandes d'aide doit être faite au plus tard le 30 juin 2021. Qu'on fasse 2 demandes et 2 versements, il n'y aura pas de nouvelles demandes à faire pour le second versement, il sera automatique. Donc pour les demandes qu'on viendra faire avant le 30 avril 2021, c'est ce fameux calcul où on prend 49% des 75% du chiffre d'affaires, puisqu'on estime que le chiffre d'affaires est réalisé à 75% entre le mois de décembre 2020 et février 2021, ce qui revient à faire 49% fois 75%, 36,75% du montant de l'aide. Et le delta pour mars-avril vient faire le calcul complémentaire, c'est-à-dire 9,8% calculé pour le mois de mars et 2,45% calculé pour le mois d'avril. Et quand on additionne ces 3 pourcentages, on retombe bien sur nos 49%. Donc, on peut faire rapidement les 3/4 de l'année, on va dire, avant le 30 avril, et après le 1er mai, faire le complément pour mars-avril, ou attendre après le 1er mai, ne faire qu'une seule demande pour la totalité des 49%. Voilà. Le calcul, là, se fait assez vite, puisqu'on a juste à prendre notre chiffre d'affaires de référence, donc la moyenne des exercices clos 2017, 2018, 2019, et après, on joint tous les justificatifs souhaités, et le dossier va être instruit. Le dossier il est instruit donc auprès du commissariat de massif concerné, et il y a un système de contrôle a posteriori qui est fait sur les montants versés afin de vérifier le dommage subi. Ça, c'est ce qu'on voit sur le slide en cours, avec un contrôle qui sera fait à partir de septembre 2021 pour les exploitants privés et à partir d'avril 2022 pour les exploitants publics. Ce contrôle, alors c'est là où vous avez cette particularité, c'est que finalement, on vient vous dire je vous indemnise 49% de votre chiffre d'affaires de référence, donc des périodes 2017, 2018, 2019. Mais du coup, on vient après faire un calcul sur le slide suivant, c'est ce qu'on vous a mis en texte littéraire, où on vient recalculer le fameux EBE. Et donc, on va vérifier votre variation d'EBE entre l'EBE de référence qu'on va appeler l'EBE 2019 et votre EBE 2021. Donc, on voit tout de suite là qu'on risque de ne pas garder l'aide totale, puisque ceux qui ont fait les efforts de réduire leurs charges de fonctionnement ou d'avoir le chômage partiel sur les employés, il y a de grandes chances que notre EBE 2021 soit moins catastrophique que le EBE 2019. Et dans ce cas-là, on va peut-être pas bénéficier de la totalité de l'aide et donc des 49% du chiffre d'affaires si on considère que notre variation d'EBE n'est pas négative. Voilà. Et donc ça, c'est pareil, ce sera un calcul a posteriori à partir des comptes clos en 2021. On va revenir faire ce calcul de BE, où là, on retrouve la même méthodologie de calcul que pour le précédent dossier de prise en charge des coûts fixes. Et donc, je vois les questions se poser. On en revient toujours que la dotation aux amortissements aujourd'hui n'est pas prise en compte, puisque cela ne fait pas partie du calcul de l'EBE. Donc, c'est quand même un point très sensible pour les exploitants de remontée mécanique, puisque la majorité de la charge est située sur ce poste-là de dotation aux amortissements.
Et donc, dans ce calcul de BE, au même titre que pour le dossier d'avant, on vient prendre en compte toutes les subventions et les aides perçues, c'est-à-dire les fonds de solidarité, les exonérations de charges et notamment le chômage partiel. Dans la slide suivante, donc, vous avez cette méthode de vérification, ce que je vous disais de l'EBE. Si l'EBE 2021 est inférieur à l'EBE 2019, après application de cette décote, il n'y a pas de surcompensation et votre dossier est clos et les 49% d'aides de vos chiffres d'affaires sont perçus. Si le BE 2021 est supérieur à votre BE 2019, après application de la décote, on va recalculer les aides accordées à l'exploitant qui sont amenées à une surcompensation et donc on devra rendre et reverser le trop perçu qui a pu être calculé par l'exploitant. Et ce trop perçu, c'est bien la différence entre mon EBE 2019 et mon EBE 2021. Donc là, encore une fois, a posteriori, il y a des chances que quelques entreprises aient malheureusement des déconvenus avec la réalité de leur compte d'exploitation 2021 définitif. L'articulation de ce dispositif avec les autres aides, donc aucune aide reçue par exploitant sera déduite de l'assiette de calcul, puisque c'est du chiffre d'affaires. Par contre, ce que je vous disais, dans le calcul de l'EBE, on va devoir intégrer toutes les aides perçues, c'est-à-dire le fonds de solidarité, les aides au paiement URSSAF, le chômage partiel, etc., éventuellement des indemnités d'assurance pour certains. Tout ça devrait bien être pris en compte dans le calcul de l'EBE, puisque ça fait partie des comptes comptables de calcul de l'EBE. Donc, on a l'impression que c'est très rapide, que c'est très facile d'aller toucher 49% de notre chiffre d'affaires sur la période de référence, mais on voit que finalement, avec la réalité de notre EBE 2021, il y aura peut-être beaucoup de trop perçus et de restitutions à faire auprès de l'administration, et on voit que le Bercy s'est mis un garde-fou assez important avec cette variation de l'EBE. Voilà pour la partie des charges fixes et des EBE. En dernier point, on vous a fait un petit récapitulatif des aides que vous pourriez aller demander pour différentes entreprises et qui sont actives à ce jour. Une aide pour les stocks des commerçants de l'habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie qui ont été affectés par la problématique des stocks saisonniers. C'est-à-dire que j'ai fait mes grosses commandes en octobre-novembre 2020, je n'ai pas pu ouvrir de l'année, donc je me retrouve quand même avec un BFR un peu impacté. Donc, on a une aide qui peut bénéficier à 80% du fonds de solidarité de novembre 2020. Donc, vous l'aurez bien compris, c'est-à-dire qu'on va avoir une aide maximum de 8 000 €. Mais bon, c'est toujours une aide à prendre. Donc ça, on attend la publication du décret pour pouvoir faire les demandes. Une subvention de la région pour les entreprises qui ont été nouvellement créées ou reprises en 2020, de moins de 20 salariés, dans le cadre de l'aide d'urgence du plan montagne. Donc cette aide, elle vient à financer 80% de vos investissements réalisés en 2020 dans la limite de 10 000 €. Cette aide, attention, elle doit être faite avant le 30 avril 2021 sur le site de la région. L'autre aide, ça vous l'aviez évoqué en préambule, c'est le prêt montagne de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour les entreprises dont le siège social ou établissement est bien sur le territoire d'une commune de station de sport d'hiver ou sur le territoire des communes membres de l'EPCI auquel la commune siège de station appartient, on peut donc bénéficier d'un prêt de 10 000 à 300 000 €, un taux zéro, avec un différé de 2 ans et une période de remboursement de 5 ans. Donc, si on donne une durée totale d'emprunt de 7 ans, pas de frais de dossier, par contre, une assurance d'essai à souscrire également. On a également un prêt participatif soutenu par l'État. Donc ça, c'est pour les entreprises PME, c'est-à-dire supérieures à un chiffre d'affaires annuel de 2 millions € hors taxes, ou les ETI ayant des perspectives de développement. Il faut pouvoir justifier de baisse de chiffre d'affaires, 5% du chiffre d'affaires de la masse salariale, ou avoir 10% de ces investissements ou de carnets de commandes qui ont été en baisse. La caractéristique du prêt, c'est donc entre 8,4 et 12,5 du chiffre d'affaires 2019. Ou pour les entreprises innovantes ou nouvellement créées, les 2/3 du montant de la masse salariale 2019. Les taux seront fixés par les banques sur un remboursement de 8 ans avec un différé de 4 ans, donc on aura un amortissement que de 4 ans, et une garantie d'État qui est là de 30%, beaucoup plus faible que la garantie d'État que l'on a pu avoir sur les PGE. Le plafond du prêt participatif en cas de cumul. Pour les PME, le prêt cumulé au prêt garanti de l'État dépasse 25% du chiffre d'affaires. Le prêt participatif est donc plafonné à 10% de votre chiffre d'affaires 2019. Et pour les ETI, plafonné à 5% du chiffre d'affaires, ou dans l'autre cas, 40% de la masse salariale 2019. Voilà, donc ça, c'est les prêts que l'on pourrait avoir en complément si, admettons, en termes de trésorerie, cela reste compliqué parce qu'on a utilisé le PGE, parce que les aides ne vont pas perdurer après le 30 juin 2021. Donc, c'est encore des solutions qu'on a pour essayer de tenir.
Voilà pour les dispositifs annexes. Je vois la question pour la demande des charges fixes. L'aide est à faire sur le compte professionnel impôts.gouv et pas sur le compte particulier comme on peut le faire sur le fonds de solidarité. Là, c'est une demande des charges fixes et de l'EBE pour les entreprises. Donc, c'est sur le compte professionnel de l'entreprise à faire la demande impôts.gouv, différent du fonds de solidarité. Voilà pour la présentation des différents dispositifs. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, vous avez déjà répondu aux questions qui étaient dans le chat, donc merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que certaines entreprises ou représentants souhaitent partager des expériences ou profiter de l'expertise de Guillaume pour poser des questions précises? Si ce n'était pas le cas, alors nous poursuivons le travail, vous l'avez compris, hein, sur la problématique la temporalité des dispositifs, notamment activité partielle, charges fixes, etc., pour les entreprises de la filière, parce que évidemment que le 30 juin, ça n'est pas compatible avec les cycles d'exploitation que vous connaissez. Un travail également aux côtés de l'ANCT, de l'État, sur ce fameux programme montagne qui doit être annoncé fin mai, mi-mai ou fin mai, dans le cadre d'un comité interministériel du tourisme, donc qui va évidemment préfigurer aussi des dispositifs d'accompagnement et de soutien plutôt dans un process de transformation et d'évolution des modèles. On en est bien tous conscients, on l'a bien compris, mais là aussi un rôle pour faire entendre le fait qu'aujourd'hui, ce qui va permettre de financer cette transformation et cette évolution, ça reste quand même les activités très liées au ski et à la neige. Donc, comment soutenir sur le temps long la transformation de ces modèles, ou en tout cas l'évolution de ces modèles. Voilà, et puis pour l'instant, pas d'autres dates de prise pour un prochain cycle d'information. Si vous avez des sujets, des problématiques que vous souhaitiez voir traitées, n'hésitez pas à nous en faire part. Peut-être qu'on n'a pas vu certains sujets qui pourraient concerner la plupart des entreprises. Alors, je vous refais un petit point pour s'il y en a qui avaient des hôtels-restaurants. On a la possibilité de faire des demandes d'exonération partielle de CFE qui seraient là à faire avant le 30 avril pour les établissements saisonniers en fonction du nombre de semaines d'ouverture dans l'année. Et donc, on pourrait là, d'ici le 30 avril, faire des demandes pour les CFE de 2022 qui seront à payer. Et on peut faire exceptionnellement des demandes pour les CFE 2021 et 2020, c'est-à-dire des demandes rétroactives contentieuses pour des exonérations de CFE en fonction du nombre de semaines d'ouverture. Donc, ce qui est le cas, puisque là, avec la période Covid de 2020, les établissements saisonniers ont été impactés. Donc ça permet une réduction de taxes pour ceux qui sont dans les hôtels classés, c'est-à-dire qui ont des étoiles dans la carte Atout France ou les restaurants. Voilà. Pour ceux qui auraient ces établissements. Merci pour cette précision. La date de fin actuelle, Laurent, c'est celle qui est inscrite dans le décret. En tout cas, le dernier décret sur le Fonds de solidarité indique le 30 juin. Et tant qu'un autre décret ne viendra pas prolonger le dispositif, et je crois qu'on a tous entendu que ça fait partie des discussions en cours à Bercy. Bruno Le Maire a commencé à évoquer le sujet, mais en tout cas, rien n'a été officialisé à ce jour. Je pense que, comme l'a dit Guillaume, on n'est pas les seuls à faire entendre la nécessité de poursuivre certains des dispositifs au-delà de cette période du 30 juin et d'un éventuel déconfinement et retour à une vie plus normale, si on peut dire. Mais en tout cas, rien d'officiel à ce jour, au-delà de ce décret du 30 avril, qui, pour le Fonds de solidarité en tout cas, et donc les dispositifs d'activité partielle. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des remarques, des questions? Si ce n'était pas le cas, on pourrait clôturer sur ces échanges et puis vous remercier pour votre présence, votre fidélité. Vous rappeler encore une fois que l'équipe du cluster est à votre disposition pour toute question. Et puis, je remercie Guillaume qui a la gentillesse de bien vouloir répondre à mes questions un peu techniques pour avec plaisir. pour accompagner les entreprises dans leur quotidien.
Voilà, bah écoutez, si on a fait le tour pour aujourd'hui, je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de semaine et à très bientôt. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on vous envoie la présentation qu'on a partagée, ainsi que le replay, puisque j'ai eu quelques messages de personnes qui ne pouvaient pas se connecter sur toute la durée. Merci à toutes et à tous.